dimanche 30 juillet de l'an 2017, dans 48 heures environ, nous célébrons le 57e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale et nous sommes très en phase avec la fête, Kader Achirou et moi, sur ce plateau. Bonjour Kader Achirou. Bonjour Nadège. Avec vous, nous allons conduire cet entretien et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Maître Abou Seibou, on ne le présente plus. Il est officier de justice au tribunal de première instance de première classe de Cotonou en qualité de greffier en chef sur ce plateau de Zawi TV. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'invité sur Zawi TV, Kader Achirou. Oui, alors Maître Abou Seibou, vous êtes officier de justice au tribunal de première instance de première classe de Cotonou en qualité de greffier en chef, mais on vous remarque très présent sur le plan social au Bénin. Alors dites-nous, qu'est-ce qui justifie ces diverses actions? Ce qui justifie la présence souvent au niveau des couches sociales, à la télé et autres, c'est pour vous dire tout simplement, j'ai un devoir spirituel, celui de partager le peu de moyens que j'ai avec les couches les plus démunies. Et il ne sert à rien, je ne peux pas rester insensé lorsque, à côté de vous, des gens cherchent à manger, des gens cherchent à boire, mais ils n'en trouvent pas. Alors, c'est ce qui m'a amené souvent à faire des voyages à travers, sur toute l'étendue du territoire du Bénin et aussi dans mes quartiers où je réside et partager le peu que j'ai, c'est-à-dire être généreux, avoir de l'amour envers les autres, avoir, comme on appelle l'amour, comme je l'ai dit tantôt, avoir l'amitié à partager avec les frères, avec tout le monde qui souffre. Mais quelle est votre cible dans ces œuvres sociales? Est-ce que vous avez une cible principale que vous... Oui, la cible c'est souvent les enfants, les bébés, les handicapés et aussi ceux-là qui sont sans emploi et surtout la couche juvénile, en particulier les filles qui en ont besoin pour leur éducation. C'est très important. Voilà, et surtout leur éducation, parce que vous remarquez un instant qu'une fille qui vient de commencer l'université, qui vient de commencer le cours primaire et qui n'a pas les moyens. Et le cas s'est présenté dans la Takora, surtout à Perma, où il existe un orphelinat de 80 filles, des élèves, des collégiennes de la 6e jusqu'en terminale, qui n'ont même pas l'électricité et l'eau, qui n'ont pas les moyens pour s'acheter des fournitures et même pour la scolarité. Et il y a certaines filles qui se prostituent, bon, entre guillemets, pour 200, 300 francs pour s'acheter des fournitures. Vous voyez que ce n'est pas bien. Alors nous qui avons un peu de moyens, nous qui sommes là, on peut les aider. Bon, le problème, ce n'est pas de donner beaucoup de moyens, mais le peu que vous donnez, ça peut quand même sauver beaucoup de filles. Justement, sur le plan national, vous avez parlé donc de votre cible, la couche juvénile, les bébés, les handicapés. Et d'ailleurs, c'est une très, très bonne couche. Quelles sont les actions que vous avez déjà eu à mener? J'ai mené beaucoup d'actions, par exemple, au CNHU de Cotonou. J'ai fait, surtout à la maternité, j'ai fait des lits d'accouchement, des tables d'accouchement. J'ai fait des chariots et les médicaments de première nécessité. À la pédiatrie de Porte-Nouveau, j'ai offert 4 concentrateurs d'oxygène. Les concentrateurs d'oxygène permettent aux nouveau-nés qui sont en détresse respiratoire de retrouver la santé. Vous savez, imaginez-vous un instant qu'un enfant de 2 à 3 mois et qui vient de voir le jour et qui est en difficulté respiratoire a besoin de l'oxygène. J'ai vécu des cas comme ça où un est décédé devant moi. Donc ça m'a fait tellement pitié que le lendemain, j'étais allé acheter 4 concentrateurs pour la pédiatrie de Porte-Nouveau. Et ça, actuellement, ça sauve des vies humaines. Une fois que je rentre dans ce service pédiatrique, j'ai souvent la chair de poule parce que je sais que j'ai contribué quand même à sauver des vies humaines. Alors, à Porte-Nouveau, j'ai pu acheter aussi 100 matelas à la pédiatrie de Porte-Nouveau parce que depuis les indépendants jusqu'à ce jour, nos bébés, nos enfants hospitalisés dorment dans des matelas pourris, des matelas où vivent encore les asticots, alors, et des matelas qui sont tachés de sang. Alors, lorsque vous voyez des choses comme ça, où des bébés sont hospitalisés dans ces matelas ou dans la chair de poule,
Donc c'est ce qui m'a amené à les acheter sans matelas. Alors, à Lomène aussi, à Lomène, à Cotonou, j'ai pu badigeonner le service pédiatrique. Je leur ai donné aussi des concentrateurs d'oxygène, aussi des médicaments de première nécessité. Alors, dans la partie septentrionale, j'ai aidé beaucoup d'orphelinats, et surtout à l'orphelinat de Perman, comme je vous l'ai dit tantôt, un orphelinat qui abrite plus de 80 filles, qui sont sans lumière, sans électricité, et qui n'ont même pas de quoi manger. Alors voilà à peu près ce que je suis en train de faire, sans compter les centres d'aveugles à Djangramé, à Komé, où il existe aussi un orphelinat, où il y a plus de 100 aveugles qui étudient et qui n'ont pas les moyens pour survivre. Alors à Zé, par exemple, à côté de nous ici, dans une brousse, il y a un orphelinat qui abrite plus de 50 enfants de 1 an à 15 ans qui n'ont pas d'électricité ni d'eau, mais ils n'ont même pas une infirmerie et ils n'ont même pas de quoi manger. Voilà. Beaucoup de problèmes. Et donc vous ne restez pas seulement, vous êtes un peu partout dans le sud comme dans le nord, voilà, un peu partout présent dans le Par rapport à la couche juvénile, qu'est-ce que vous comptez faire ou qu'est-ce que vous avez déjà fait? Oui, aux jeunes, vous avez vu. Est-ce qu'il y a des actions qui sont actuellement bon, parmi mes randonnées d'œuvres sociales, il y a un cas qui m'a beaucoup attristé, c'est le cas des, comment on les appelle, les albinos. Des albinos, des orphelins albinos, et qui n'ont pas des gens pour les soutenir. Alors, c'est des gens qui, vous avez, avec leur peau très sensible, passent sous le soleil et les rayons solaires abîment leur peau et souvent ils ont des cancers de peau. Et on a déjà enregistré plus de 4 albinos qui sont décédés à la suite du cancer parce qu'ils n'ont pas les médicaments. Ils n'ont pas l'argent pour acheter les médicaments parce que les médicaments sont chers. Et nous essayons quand même de leur apporter un peu de sous pour l'achat des médicaments. En temps, nous avons recruté un dermatologue, mais finalement qui a abandonné parce qu'il n'est pas payé. Alors, cette couche-là aussi est souvent agressée parce que vous avez des personnes mal intentionnées et qui vont les persécuter, les tuer. Nous avons 2 cas où 2 femmes ont été dont la gorge a été coupée, tranchée, et ils prennent le sang de ces albinos pour aller verser dans des fétiches sous prétexte qu'ils auront un peu d'argent. Donc voilà, cette race est souvent persécutée, qui n'est pas en sécurité. Donc voilà beaucoup de cas, et même la scolarité. Nous essayons quand même de leur payer les frais de scolarité, au moins pour 50 personnes. Aujourd'hui, c'est des élèves qui sont quand même très intelligents. Vous avez vu que même en temps, il y avait un albinos qui était quand même ministre dans ce pays. Mais lorsqu'ils occupent des postes de responsabilité, ils ne viennent pas au secours de leurs frères. Moi, je pense que des gens comme ça, lorsqu'ils savent que c'est une race qui n'est pas tellement prise en compte, il faut qu'ils viennent aider leurs frères, les défendre pour que, la société. Donc voilà des cas sociaux que nous rencontrons souvent sur toute l'étendue du territoire, et nous pensons que s'il plaît à Dieu, on va leur trouver une solution au fur et à mesure. Alors toutes vos actions quand même contribuent un tant soit peu quand même à aider les couches démunies à sortir de la misère. Alors en tant que citoyen, quelles sont vos actions pour sortir le Bénin du sous-développement? Oui, pour sortir le Bénin du sous-développement, vous savez, c'est des investissements très colossaux, parce qu'un individu seul ne peut pas sauver toute une nation, et le gouvernement devait nous accompagner, mais chaque citoyen à son niveau devait déjà contribuer, faire un petit effort pour contribuer au développement de la couche juvénile, au développement, à lutter contre surtout la pauvreté, parce qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, et chacun, en ce qui le concerne, devait participer d'une manière ou d'une autre pour qu'ensemble, qu'on soit un peu plus fort. Alors, et actuellement, maintenant, la politique sociale du gouvernement, le gouvernement qui de plus en plus s'investit quand même dans le social, parce qu'il faut le dire, il y a eu les microcrédits, il y a eu beaucoup d'actions qui sont actuellement en train d'être menées par le président Talon pour pouvoir rassurer les uns et les autres sur le plan social. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, je pense qu'avec le PAG, c'est un bon programme, mais il faudrait que déjà que l'État mette assez de moyens pour pouvoir mettre en pratique ce projet.
parce qu'actuellement sur le terrain, nous ne sentons pas encore les efforts du gouvernement, mais il faut que déjà sur l'humain, sur le social, que l'État fasse un effort. Il est en train de le faire déjà à travers des projets, à travers les micro-projets, le microcrédit pour accompagner cela, les couches démunies, pour accompagner les mouvements, les associations qui investissent déjà dans la lutte contre la pauvreté. Donc l'État doit beaucoup s'investir pour qu'on sente effectivement que l'État est en train d'accompagner les couches les couches les plus démunies, que l'État soit aux côtés de ces pauvres, de ces aveugles, de ces handicapés et de tout là, c'est-à-dire les mouvements, les associations qui œuvrent dans le même sens. Est-ce qu'en dehors du fait des microcrédits, est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement doit quand même opter pour une autre politique beaucoup plus visible pour aider les couches démunies en dehors des microcrédits? Parce que vous avez parlé des albinos et des filles, comme dans la Takora, elles ne vont pas faire des prêts comme pour pouvoir se scolariser. Oui, moi je pense que dans ce volet, il faudrait un budget social. Et un budget social, il faut le chercher. Parce que c'est des fonds qu'on investit, on arrive à investir dans ces couches démunies, mais en retour on n'a pas quelque chose. Donc il faut des financements assez costauds, il faut des financements de façon bénévole pour aider ces couches. Est-ce que vous avez une idée d'où le président Patrice Talon peut aller chercher ces fonds? Mais le président il est en train de chercher actuellement. Parce qu'il est difficile, pour le social, il est très difficile parce qu'il faut sortir. C'est pas rentable le social, en tout cas pas à court terme. Effectivement, le rentable n'est pas rentable à court terme, mais à long terme, vous avez au moins la bénédiction. Talon doit quand même sortir et aller. Vous avez des gens qui ont réussi, c'est quand même voilà, il y a des gens qui ont réussi. On doit créer beaucoup, on doit faire une politique d'économie, surtout d'économie, pour investir dans le social, parce qu'en retour, vous n'avez pas quelque chose, mais à travers des projets bien bancables, à travers les impôts, à travers d'autres recettes de l'État, on pourrait quand même subvenir aux besoins de ces couches démunies. Donc le volet social du PAG est autour du financement. Ah bien sûr, et Talon doit courir chercher le financement parce que il faut d'abord manger pour être en bonne santé avant de travailler. Donc il faudrait quand même sur ce côté qu'il puisse conquérir le social pour qu'il ait plus de liberté pour ses actions. Mais si vous devez avoir normalement une collaboration avec l'État sur le plan social, quelles seront vos exigences? Bon, en fait, nous on a déjà peut-être une expérience sur le terrain. Et ce que nous pouvons peut-être, si on nous associe dans ces cas de mesures sociales, nous allons peut-être conseiller à l'État pour dire que, en fait, sur toutes les étendues du territoire, il existe encore des démunis, il existe encore des couches qui souffrent, il existe encore des gens qui ne mangent pas. Alors il faudrait quand même quelque part qu'on fasse assez d'économies et le surplus sera déversé dans le social. Effectivement. Voilà. Maintenant, nous allons demander à Maître Abou Seibou de nous dire un peu, vous êtes ici également en qualité de greffier en chef, comment se passe la journée d'un greffier en chef au tribunal de première instance de Cotonou? Comment ça se passe là-bas? Vous avez actuellement, vous êtes venu me chercher Manon Militari, sinon je suis avec mes justiciables, je suis avec tous ceux-là qui ont besoin de la légalisation, ceux-là qui ont besoin des convocations, tous ceux-là qui ont besoin de leur dossier, il y a du monde. Alors je les ai d'abord laissés pour dire qu'il y a une priorité et je suis arrivé. Actuellement, des gens m'attendent. Dès que je termine ici, tout de suite, je rentre dans mon bureau et c'est pour continuer encore le travail. Est-ce que vous arrivez à contenir le flot? Parce qu'en général, lorsqu'on va au tribunal, on voit du monde qui attend pour les légalisations, il y a du monde qui attend pour beaucoup de choses. Est-ce que vous arrivez à contenir vraiment cette foule? Oui, on arrive quand même, surtout lors de la période de pointe où les concours sont lancés. Nous essayons quand même d'organiser et je donne le mandat à des greffiers et ils aussi ils ont la possibilité de signer, ils ont la possibilité aussi de signer, non seulement de signer, mais de s'occuper aussi de certaines pièces des dossiers et ensemble, s'il y a encore des problèmes, pour décentraliser afin qu'il y ait quand même... Parce que le greffier joue un grand rôle, il faut le préciser, lorsque vous êtes en grève, on a des problèmes. Ah oui, effectivement, lorsqu'on est en grève, vous savez, tout est paralysé, mais il y a quand même un minimum de services que les responsables mettent en place pour la continuité du service public. Alors dans quelques jours, nous allons célébrer le 57e anniversaire du Bénin à la souveraineté internationale. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire?
Oui, bon, le 1er août c'est la fête de tous les Béninois, c'est la fête de l'indépendance. Je voudrais que je profite d'abord pour souhaiter une bonne fête au chef de l'État, à tous les membres du gouvernement, à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Une bonne fête d'indépendance et je leur demande d'être sereins, d'être patients. Demain, ils vont gagner, ils seront encore plus heureux demain. Vous pensez qu'en 57 ans, notre pays est en train de faire son petit bonhomme de chemin? Oui, bon, c'est toujours une expérience. Nous allons toujours continuer. Bon, un beau jour, on serait tous heureux. Kader Achirou? Oui, alors, ce que moi je vais vous demander, avant de mettre un terme à cet entretien, c'est de savoir, selon vous, la fête de l'indépendance doit incarner quoi, selon vous? Ça doit être quelle occasion? Oui, mais comme c'est dit une la occasion fête, de réflexion ou de fête? Bon, en fait, la fête de l'indépendance, c'est comme on le dit d'abord, c'est d'abord l'indépendance, on est libre. On est libre de faire ce qu'on veut? On est libre de faire ce qu'on veut, on est libre. Parce que nous sommes totalement libres, bon, effectivement, psychologiquement, on est libre, les tests, les structures, les tests de loi sont là. Nous, le Bénin est un pays démocratique et nous devons travailler, c'est sûr d'abord le travail parce que c'est le travail qui assure l'indépendance. Nous devons tout travailler et contribuer au bien-être et au développement de notre pays et penser surtout comment je le dis, penser surtout à l'évolution de notre pays. Il ne faut pas qu'on soit toujours derrière, qu'on pense toujours positif. C'est la pensée positive. C'est à un moment où on doit faire le bilan et projeter des actions à venir alors? Bien sûr, bien sûr. Oui. Avant de mettre un terme à cet entretien, je vais vous demander de parler un peu aux Béninois en regardant droit dans la caméra qui est en face de vous. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que tout repose dans les mains d'un gouvernement. Et il faut croire que également les Béninois ont leur partition à jouer pour que d'ici 60 ans, d'ici 70 ans, que le Bénin puisse évoluer, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je disais la fois passée aux étudiants, surtout la couche juvénile. Le gouvernement n'a pas tous les moyens pour recruter. Le budget du gouvernement est limité. Dès que l'étudiant réussit à son bac, psychologiquement, il doit se préparer déjà. Il doit se préparer et dire que l'État ne doit pas m'embaucher. Parce que actuellement, on donne plus de priorité au secteur privé. Avec les micro-crédits, voilà. Pour l'émergence, par exemple, du leadership, l'entrepreneuriat, parce qu'il faut l'autonomisation financière de la couche juvénile des jeunes pour qu'ils puissent s'investir effectivement dans le privé à partir des activités généralistes de revenus. Voilà, donc je pense qu'il faut accompagner l'État en créant des sociétés. L'État aussi doit accompagner aussi ces privés pour leur permettre de se retrouver un peu dans leur commerce. Donc le Bénin doit être beaucoup plus patient et attendre et laisser le président Patrice Talon travailler. Oui, Patrice Talon, lui, il travaille, lui, il a 2 objectifs, mais de l'autre côté, la population aussi doit le laisser tranquille et s'occuper d'autres activités. C'est lorsqu'on n'a pas assez d'activités, lorsqu'on n'a pas d'autres boulots qu'on s'occupe des activités. Voilà, on est dans la loisiveté. Mais lorsque on cherche à créer une petite entreprise et qu'on a du travail, je pense que on est plus à l'aise de continuer. Le Parti travaille, il travaille déjà. Le Parti travaille, à travers le PAG, ils ont un programme et je pense que la population ne sera pas déçue. C'est sûr. Merci beaucoup. C'est votre conclusion? Bon, donc la conclusion, je souhaite encore une bonne fête d'indépendance à toutes les Béninoises et à tous les Béninois. Je leur demande d'être patients, d'être sereins et de surtout travailler. Okay, merci. Merci à vous, Maître Abou Seibou Kader Achirou. Merci. Merci à vous. Donc, je rappelle que nous étions avec Maître Abou Seibou, officier de justice au tribunal de première instance de première classe de Cotonou en qualité de greffier en chef sur ce plateau. Avec lui, nous avons parlé beaucoup plus du volet social, donc des actions sociales que l'homme mène pour aider notre pays à pouvoir mieux se tenir. Nous avons également parlé des actions que mène le président Talon pour permettre également le développement de notre pays. Les mots forts qu'il faut retenir de cet entretien, c'est la patience pour le peuple béninois, la sérénité pour ce peuple-là et surtout le travail bien fait pour qu'enfin nous sortons de l'oisiveté et que nous laissons le président travailler pour le bonheur des populations. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Bonne fête de l'indépendance chez vous. Au revoir et à dimanche prochain.